Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des écoles. Cette collection accueille des essais, d'un intérêt éditorial certain mais ne pouvant supporter de gros tirages et une diffusion large. La collection Rue des écoles a pour principe l'édition de tous travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Déjà paru. Daniel Verstratt, Carnet de jeunesse d'un dinosaure. 1941 à 1943, 2010. Ange Miguel do Sacramento, ni noir ni blanc. Une vie atypique, 2010. Véran Cambon de La Valette, de la petite Bastide à la Résistance et au camp de Dachau, 2010. Patrick Gérard, Je n'ai jamais été vieille, 2010. Sonia Korngrimani, Un chant d'espoir. Souvenirs autobiographiques d'une survivante de la Shoah, 2010. Marie-Gabrielle Copin-Barrier, Robert Espagné, Une tragédie oubliée. Une femme de gendarme raconte, 2009. Nazli Sadeghi, Salut le paradis. Une jeune Iranienne dans les labyrinthes de l'Occident, 2009. Gérard Gatineau, 30 ans de bitume ou les tribulations d'un flic du XXe siècle dans un univers hostile, 2009. Denis Pagot, Souvenir d'un marin de la Ve République, 2009. Jean-Louis Aurin, Des champs de blé noir à l'action humanitaire internationale, 1936 à 1986, 2009. Joangerwelller, Les retrouvés. Récit 2009. Jean-Claude Trabuc, Comme un jeune arbre qu'on déracine, 2009. Fernand Weber, Malbro s'en va-t-en en guerre, 2009. Hervé Trenka, Algérie 1956. Des ch'tis en Oranie, 2009. À mon père qui savait ce que le mot aimer veut dire. À ma mère pour qui les mots honneur et dignité n'étaient pas de vains mots. À mon frère Djemel qui aimait les belles histoires et les racontait si bien. À mes 4 sœurs et 4 frères pour qu'ils n'oublient pas tout à fait d'où ils sont venus. À mon mari et à mes filles pour qu'ils me comprennent un peu mieux. À eux tous, avec mon éternelle affection. I de Sétif à Lyon. Le ciel était tellement gris, il pleuvait tant que je me demandais s'il arrivait que le soleil brille dans ce pays. Maman, un jour de confidence. Il pleut, il fait froid. Je suis accrochée à la robe de ma mère qui protège comme elle peut un bébé de 3 mois, ma petite sœur. Tout ce que je vois, c'est le mur marron sale de la gare de Perrache et des voitures noires qui passent là en bas sous la pluie battante. Mon père va et vient, il est en colère. Nous sommes un groupe tremblant de froid en ce jour triste et gris d'octobre 53. Plus tard je saurai pourquoi mon père enrage. Mon grand-père devait venir nous chercher mais il n'est pas là. Mon père gronde, ma mère le supplie de faire quelque chose. Il ne sait pas trop quel bus prendre pour aller à la Croix-Rousse. Les souvenirs sont nets dans ma mémoire. Je me rappelle la main de mon petit frère dans la mienne et le regard effrayé et perdu comme devait l'être le mien de mon frère aîné. J'ai froid, très froid. Ma robe de tissu légère était bien suffisante pour le soleil algérien que nous avions quitté 2 jours auparavant, mais dans cette froideur lyonnaise, mon corps frissonne. Nous sommes là, agglutinés les uns aux autres, transis, apeurés. Comment nous sommes arrivés montés de la Grande Côte, je ne sais plus, mais nous sommes à présent dans une pièce éclairée par une lampe chétive. Ma mère nous sèche les cheveux, nous frictionne nerveusement. Mon grand-père est allongé sur un lit à 2 places, couché sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, il ne nous regarde pas, lointain, désintéressé comme il le sera toute sa vie avec nous. Mon père est assis devant un café, pensif. J'ai 5 ans mais je ressens très bien la tension entre ce groupe d'adultes. C'est ma grand-mère, la belle-mère de mon père, qui a préparé le café. Je vois ses amples robes aller et venir en vagues vert et blanc. Plus tard, notre fratrie comparera ses multiples jupons aux couches superposées d'un oignon. Ma mère est persuadée que c'est elle qui a empêché son mari de venir à notre rencontre, c'est sans doute vrai. Et puis la vie a pris son cours. L'école maternelle, c'est bientôt Noël. Les odeurs, je les reconnais, cela sent la craie, le papier crépon et l'aquarelle. Nous sommes en rang. On nous remet une peluche, un petit paquet de bonbons, des papillotes je crois, et une orange, on remercie la maîtresse en l'embrassant. Les peluches sont de petits lapins. Il y a des lapins blancs avec des oreilles roses et des lapins roses avec des oreilles blanches, placés en intervalle. Moi j'en voudrais un rose et je compte.
Quand arrive mon tour, j'en ai un blanc et il est tellement beau et doux. Et puis il y a cette grosse orange entre mes mains et moi l'orange, je connais, c'est mon odeur, c'est ma couleur, c'est ma vie. Quel beau souvenir léger et joyeux. Un bonheur d'enfant. Comment ai-je appris le français ? Sans doute dans cette école, je l'ai appris comme ma langue maternelle, sans y faire attention. J'aime le jardin des plantes. Ma mère, chaperonnée par ma grand-mère, nous y emmène quand il ne fait pas trop froid. Quelques femmes, de toutes les régions d'Algérie, sont là aussi, et ce sont de longues palabres dont les Méditerranéens ont le secret. En fait, les vieilles discutent, commentent et médisent, les plus jeunes se contentent d'écouter, c'est le respect qui veut cela, les brus doivent se taire devant leur belle-mère et ma grand-mère ne se prive pas, critiques acerbes sur mon père, sur ma mère, sur nous tous. Ma mère serre les dents et ronge son frein, elle n'est pas femme à se laisser faire, oh non. Mais elle doit montrer qu'elle est polie et bien élevée, et si elle osait lui répondre du tac au tac, elle lui donnerait raison devant toutes les autres femmes et c'est sans doute là le jeu pervers de ma grand-mère. Ma mère craquera pourtant un jour qui n'est pas loin. Ces deux femmes, l'une solide et forte femme d'une 50aine d'années, au passé agité et l'autre une belle jeune femme de 26 ans ont toutes deux des caractères bien trempés, ah. Parlez-moi de ces clichés de la femme arabe silencieuse et soumise. Leur vie commune sera un interminable défi lancé l'une à l'autre, les disputes se succéderont, disputes dont nous serons des témoins pas toujours contents de l'être. Je suis bien incapable de dire si elles se détestaient vraiment. Quand ma grand-mère sera terrassée par la vieillesse et la maladie, elle mourra aveugle à plus de 90 ans, seule sa langue continuera de fonctionner jusqu'au bout, ma mère s'occupera d'elle, en râlant, mais elle le fera. Ou ma mère l'aimait quand même un peu, ou elle avait un sens du devoir très développé. Je pencherai pour cette dernière supposition. Le devoir chez ma mère n'était pas un mot creux, nous en tâterons toute notre vie. Les enfants très jeunes remplissent les blancs de leur mémoire par les récits de leurs parents. Les miens étaient tous deux d'excellents conteurs avec pour ma mère une forte propension à l'embellissement et à la fantasmagorie, et pour mon père un humour parfois décapant. Ils nous raconteront donc comment nous avons quitté la Croix-Rousse au bout de 6 mois pour nous installer au 11 rue Turenne, place du Pont, Gabriel Péri sur les plaques, mais qui à Lyon l'appelle ainsi ? Ma mère un jour donc a craqué, elle a jeté à la figure de ma grand-mère tout ce qu'elle pensait. La première fois, ce fut au moment où elle nous baignait dans une grande cuvette en fer blanc. Les 3 pièces qu'occupaient mes grands-parents donnaient sur une arrière-cour, il y faisait toujours sombre et triste. Je n'aimais pas cet appartement, je pense que je commençais à devenir un peu myope, ce qui n'arrangeait rien à la grisaille ambiante, dans tous les sens du terme. Mon père avait 2 frères plus jeunes que lui qui se ressemblaient comme le jour et la nuit. Le plus jeune était un beau et grand jeune homme falot et lourdeau et l'autre petit et nerveux, toujours sur le qui-vive. Celui-là n'est pas avec nous en ce moment. Il combat dans les rizières pour l'armée française, c'est son premier service. Il s'est engagé à 20 ans et après un séjour en Allemagne, on l'a envoyé en Indochine, c'est le baroudeur de la famille. Il aura l'occasion de nous le prouver bien des fois encore. Nous sommes donc 9 à vivre dans ces 3 pièces. Je n'aimais pas cet appartement mais j'adorais la rue en pente raide couverte de pavés saillants qui ressemblaient à de gros cailloux ronds. Et surtout j'ai vécu là, pour la première fois, la période de Noël. Il n'y avait pas à cette époque l'explosion excessive des lumières synthétiques d'aujourd'hui. Les commerçants décoraient leurs boutiques avec du vrai houx, du gui et des bougies, chaque vitrine devenant ainsi une véritable œuvre d'art ayant la simplicité de la beauté pure. C'était l'après-guerre et la France qui avait encore ses souffrances en mémoire, était généreuse, accueillante et bonne. Cette France-là, je l'aurais toujours au cœur. Il faisait très froid. Qui connaît les brouillards givrants de la Croix-Rousse me comprendra. Et ma mère nous lavait pour que nous allions le lendemain à l'école propres comme des sous-neufs. C'était là l'une de ses hantises. Les Français devaient savoir que nous étions des gens propres. Elle ne supportait ni la paresse ni le laisser aller chez elle comme chez les autres, elle passera sa vie à laver, repasser, astiquer. Tous les lundis et les vendredis matins nous arriverons en classe douchés, peignés, mouchés, la blouse impeccable et un mouchoir au carré dans notre poche. Mon frère aîné lui donnera beaucoup de fil à retordre sur ce plan-là. Enfant, il avait l'âme d'un aventurier égoïste et solitaire, et comme eux, il était un véritable souillon. Ma grand-mère ouvrait systématiquement la fenêtre et éteignait la lampe chétive. Déclarant qu'il faisait encore jour, ma mère refermait la fenêtre et rallumait. Le manège dura 2 ou 3 fois jusqu'à ce que, excédé,
la bru défie la belle-mère lui promettant la raclée du siècle si elle ouvrait encore une fois la fenêtre. Si tu as martyrisé tes beaux-fils, lui a-t-elle dit, ils étaient orphelins, leur mère était morte mais moi je suis vivante et tu ne feras pas de mal aux miens. Ma grand-mère n'a pas insisté. Les hommes n'étaient pas là, ou s'ils l'étaient, ils se taisaient comme d'habitude. La deuxième dispute fut plus décisive. Je crois qu'en fait mon père en avait assez du diktat silencieux de son père, et des manigances à peine voilées de sa belle-mère, ce qui d'ailleurs avait déjà été le cas alors qu'ils vivaient tous en Algérie. Il était allé voir son oncle maternel qui possédait un garni place du Pont, et lui avait demandé à louer une chambre. Il attendait le moment propice pour partir car ainsi allait leur monde. Le fils ne pouvait ouvertement tenir tête au père sans raison valable, c'eût été une véritable honte. Mais les femmes ne manquèrent pas de lui offrir l'occasion tant attendue. Elles eurent une violente querelle sur une question d'argent, ma grand-mère accusant ma famille de vivre à leur crochet, ce qui était faux. Mon père avait trouvé un emploi et donné l'intégralité de son salaire au patriarche qui ne lui en reversait même pas un centime. Sans un sou en poche, il descendait à pied tous les jours à 4 heures du matin au dépôt de la ville de Lyon. Dans la nuit glacée de l'hiver 1953 à 1954, il partait de la montée de la Grande Côte jusqu'au cours de la Liberté, traversant le pont Wilson, claquant des dents alors que le ticket de bus coûtait 30 centimes. Heureusement, c'était un solide gaillard bien bâti et que chez nous, on a toujours été bien enveloppé. La ville de Lyon lui avait remis une canadienne de bon cuir noir et une casquette frappée du lion rouge. Cette tenue lui allait si bien. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est toujours ainsi qu'il demeure dans ma mémoire même après sa mort bien des années plus tard. Même dans mes rêves c'est ainsi que je le vois. Bardé de cuir noir, la démarche alerte, la casquette vissée sur la tête, les yeux bleus souriants au ras de la visière. Mon père avait été cordonnier à Sétif. J'entends par là qu'il faisait les chaussures sur mesure, il sera éboueur à Lyon. Toute sa vie il sera cordonnier de vocation, et éboueur par nécessité. Ce métier, que d'autant considèrent avec un peu de mépris, reste pour moi un métier d'homme fort et costaud, et il fallait l'être pour lever à bout de bras les poubelles en métal remplies à ras-bord et les jeter dans la benne du camion, parcourir au pas de charge les rues désertes du petit matin alors que les braves gens sont bien au chaud dans leurs draps au creux de leur lit douillet. Aujourd'hui encore, je ne peux croiser ici ou là des éboueurs au travail sans ressentir un vague sentiment d'affection. La dispute fut donc violente, si violente que, selon le récit de ma mère bien entendu, ma grand-mère décida de lui donner une leçon avec ses amis du jardin des plantes. Cela ne se fit pas, l'une des femmes ayant éventé l'affaire prise de remords sans doute. Quoi qu'il en soit, mon père, ma mère et nous 4 partîmes nous installer place du Pont. Un froid s'installera avec nos grands-parents et c'est ma mère, avec ses futures grossesses, qui en payera le prix. On était vraiment pauvres mais on s'en rendait pas compte. On s'en rendait pas compte parce qu'il nous manquait rien. Mon frère aîné et moi, dans notre adolescence. Le 11 rue Turenne était coincé entre la rue Marignan, sombre et sale, et la rue Moncey, plus brillante, plus commerçante. Il y avait là une laitière qui nous vendait le lait au litre qu'elle puisait dans d'énormes seaux en métal et du fromage blanc à la crème fraîche. J'en ai encore le goût sur la langue. La boulangère chez qui nous achetions du gros pain au kilo, un pain savoureux à la croûte épaisse et craquante, un vrai pain bien levé sans farine trafiquée, le charbonnier chez qui il fallait descendre plusieurs marches de son antre sombre et se faire remplir de boules de coke un seau à charbon émaillé, le petit magasin, où nous remplissions nos poches de caramel à 1 centime et d'autres friandises plus ou moins ragoûtantes pour des adultes, mais que nous, enfants, trouvions délicieuses. Il y avait un bijoutier, un marchand de journaux et surtout rue Villeroy, en face de l'école maternelle où j'allais être inscrite, un magasin caverne d'Ali Baba, celui de Bahadourian. Ah! Monsieur Bahadourian, je me souviens de ce gigantesque sac de cacahuètes pour nos tailles d'enfants posé contre le mur, sac où nous plongions nos petites mains et nous enfuyions en courant, la poignée bien remplie, cacahuètes qui agrémentaient parfois un goûter de 4 heures fait d'un morceau de pain et de 2 sucres. D'autres fois c'était un énorme tonneau d'olives noires, mais jamais, jamais je ne vous ai entendu crier après nous si bien que j'avais fini par croire que nous étions invisibles pour vous jusqu'au jour où, bien des années plus tard, vous m'avez gentiment tiré les cheveux à la caisse et m'avez dit « Eh bien, ma petite voleuse de cacahuètes est devenue une grande jeune fille. Peut-être que dans votre Arménie natale,
Vous aviez appris que les mots pauvreté et générosité vont bien ensemble. Plus haut, dans le quartier, nous achetions notre viande chez un boucher juif. Il n'y avait pas encore de boucherie halal musulmane, mais ça n'allait pas tarder. Il y avait aussi au coin un café-bar qui vendait de la morue frite. Ma mère m'envoyait en acheter assez régulièrement, mais elle m'interdisait d'y entrer. J'attendais donc sur le pas de la porte que la serveuse m'apporte le paquet chaud et huileux, humant les odeurs mêlées d'huile de friture, de vin rouge, de petits blancs et de pastis, avalant la fumée des cigarettes, écoutant le brouhaha des conversations. Les interdits de ma mère étaient nombreux et je ne les comprenais jamais. Moi j'étais une petite fille avec beaucoup d'imagination et le monde, à mes yeux, était magique. À l'époque, entre la place elle-même et la rue Moncey, il y avait une vieille bâtisse qui abritait un hôtel de passe. 2 ou 3 femmes, outrageusement maquillées, se tenaient là, allant et venant ou discutant entre elles. Moi, je voyais des dames qui habitaient là, et sortaient pour tailler une bavette. L'une d'entre elles, un peu boulotte et les cheveux rouges, m'adorait. Elle m'appelait auprès d'elle, me caressait les cheveux, m'offrait parfois des bonbons. Elle m'embrassait beaucoup, me laissant des traces rouges et grasses sur les joues, traces qu'elle essuyait ensuite en riant. Ça ne me dérangeait pas, je ressentais chez cette femme une affection sincère et je l'aimais bien. Un jour, penchée à la fenêtre de la chambre 59 qui donnait sur la rue Moncey, ma mère nous vit. Elle m'appela d'une voix courroucée et une fois devant elle, me menaça du doigt et m'interdit formellement de lui parler. « C'est une mauvaise femme, me dit-elle, tu ne dois pas l'approcher. » Moi, je ne voyais vraiment pas pourquoi. Un autre caractère fort de ma mère. Elle avait un sens moral profond et rigide que sa propre mère lui avait inculqué à force de gifles bien senties, mais je lui reconnais une chose, elle n'était pas bégueule. J'ai continué d'embrasser la dame aux cheveux rouges. Elle a dû certainement nous voir, mais elle ne m'en a jamais plus parlé. Ma mère, j'ai pu le constater en bien d'autres occasions, comprenait viscéralement, je dirais, les autres femmes, quelles qu'elles puissent être. Et enfin, il y avait le prise unique, l'élément moderne de notre petit monde. C'était un énorme bâtiment donnant sur la place, toujours vivement éclairé, avec de larges vitrines scintillantes où des mannequins en cire présentaient les derniers vêtements en vente, de la belle robe en Vichy au bleu de travail. Je peux encore aujourd'hui citer de mémoire l'emplacement des différents rayons. J'y allais surtout pour me promener, monter l'étroit escalator, descendre par l'escalier et remonter encore l'escalator, quand je ne tentais pas de le descendre à reculons. Nous y achetions surtout notre ravitaillement, le reste coûtait trop cher, à l'époque il valait mieux s'adresser au petit commerce. Il n'y avait ni chariot à remplir de ce dont on n'a nul besoin, ni alignement vertigineux de caisses, ni maux de tête à la sortie, même le grand commerce se faisait à visage humain. Chaque rayon avait sa caissière et nous finissions par nous connaître les uns les autres, c'est sûrement pour cela que je pouvais faire tranquillement mes tours de manège dans l'escalator. À Noël et à Pâques, le rayon des confiseries nous vendait, au kilo, les figurines en chocolat qui avaient été cassées pendant le transport. Il n'y a sans doute pas de petit profit, mais grâce soit rendue à celui ou à celle qui avait instauré cela. Non seulement cela nous permettait de manger du bon chocolat, mais nous avions inventé un jeu qui consistait à reconstituer qui une bûche, qui un sabot, une poule ou un œuf et le nec plus ultra. Retrouver la tête d'un Père Noël et lui donner un corps. Bien entendu, on trichait un peu, rongeant par-ci, suçant par-là, mais quelle victoire quand on y parvenait. Puzzle d'un pur délice. Le marché du quai nous ravitaillait en fruits et légumes, et celui du quai Saint-Antoine nous habillait. Ma mère apprit très vite comment faire de bonnes affaires, et toute sa vie elle aura cette dextérité incroyable pour dénicher sous un amas de vêtements la robe, le pantalon, la veste ou le pull qui nous irait comme un gant. Mon père, lui, comme quasiment tous les Algériens de sa génération, appréciait le bon vin, un peu trop peut-être à certaines occasions, cela nous a fait honte bien des fois et il aimait la bonne chair. Il prit ses habitudes chez un boucher arabe qui s'installa rue de l'Étoile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.